Dans la nuit du 9 novembre 1989, le monde apprend avec stupeur la chute du mur de Berlin. Cet événement marque la fin de la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc communiste, débuté 40 ans plus tôt. Depuis, bien des analystes ont tenté de comprendre pourquoi le bloc soviétique s'est effondré si vite. Un système à bout de souffle, miné par ses contradictions. La course aux armements qui a ruiné l'Union soviétique. L'aveuglement de ses dirigeants, obsédés par leurs dogmes. Mais l'action d'un seul homme a eu un effet décisif sur la chute du bloc soviétique. Son nom, Vladimir Vetrov, alias Farwell. La période de la guerre froide a été baptisée ainsi car elle opposait principalement les États-Unis et l'Union soviétique sans qu'il n'y ait jamais eu d'affrontement militaire direct entre eux. En revanche, la plupart des conflits secondaires qui eurent lieu durant cette période résultaient de cet affrontement indirect. Cette opposition se matérialisait par une course aux armements et donc une course aux technologies de pointe. Mais au début des années 60, malgré d'indéniables succès scientifiques, tels Spoutnik et l'envoi du cosmonaute Youri Gagarin dans l'espace, les dirigeants soviétiques, notamment Khrouchtchev, se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens financiers de suivre cette course. La sphère occidentale, en plein boom économique, dispose d'énormes liquidités qui lui permettent de développer une industrie de pointe. L'URSS, elle, n'arrive pas à suivre. Une décision radicale est prise. Plutôt que d'investir des moyens insuffisants dans la recherche, les membres du Politburo décident de les consacrer à l'espionnage industriel massif. Ils ne veulent plus chercher, mais être sûrs de trouver. Et c'est bien sûr le KGB qui va être en première ligne. Le puissant service d'espionnage soviétique, alors qu'il s'appelait encore NKVD, a déjà montré pendant la Seconde Guerre mondiale sa redoutable efficacité. Obsédé par l'espionnage, il va développer ses réseaux dans le monde entier à une échelle sans précédent. Toutes les entreprises de haute technologie, en Occident ou dans les pays non alignés, sont la cible des espions soviétiques. De gigantesques réseaux passent au crible toutes les recherches en cours et pillent allègrement les découvertes. L'efficacité de ces réseaux réside dans une infiltration en profondeur des sociétés occidentales. Les espions, préparés longuement à l'avance, parfois depuis l'enfance, se font passer facilement pour des citoyens américains ou européens sans que personne ne puisse les soupçonner. Ils livrent à l'URSS des milliers de documents scientifiques et techniques sur les dernières découvertes. Parmi elles, les plans du Concorde ou ceux de la navette spatiale américaine. Ces découvertes sont regroupées au sein d'un service spécial du KGB qui les analyse et les transmet à l'industrie soviétique qui n'a plus qu'à les créer en usine. Ainsi, malgré un important retard dans le domaine de la recherche, l'URSS parvient à se maintenir à flot face à l'Occident. À partir de 1975, un certain Vladimir Vetrov est nommé chef adjoint du 4e département du KGB, chargé de l'analyse de l'espionnage scientifique et technique. Vetrov a une formation très poussée d'ingénieur. Repéré par le KGB, il y entre en 1959. Grâce à sa bonne connaissance de la langue française, il est envoyé en 1965 à l'ambassade soviétique à Paris. Bien que chargé de piller les découvertes de l'industrie hexagonale, il devient rapidement très francophile. Amoureux de Paris et de la culture française, il profite avec son épouse et son jeune fils des joies du mode de vie occidental. Son séjour en France sera un des plus beaux moments de sa vie. Mais il commence aussi à faire vaciller sa foi envers le communisme. La France est en plein boom économique et le niveau de vie s'améliore considérablement. La comparaison avec la société soviétique, où l'on manque de tout, est éloquente. Entre-temps, il s'est lié d'amitié avec un certain Jacques Prévost, cadre chez Thomson CSF, et qui a des liens avec la DST, le service de contre-espionnage français. Il retourne à Moscou en 1970, puis rejoint le Canada. Là-bas, le séjour se passe moins bien, il commet des erreurs, et il doit rapidement être rapatrié.
sa carrière au sein du KGB ralentit, si bien qu'il ne devient qu'adjoint au chef du 4e département. Rapidement, il est confronté à la bureaucratie étouffante du régime, mélange de népotisme, d'entre-soi, de corruption et d'incompétence. À la fin des années 70, Vetrov est un homme aigri, désabusé. Le système auquel il croyait a montré toutes ses faiblesses. Pour lui, l'URSS n'est plus la patrie des travailleurs. Comme si ça ne suffisait pas, sa vie personnelle est un désastre. Sa femme a une liaison avec un ponte du KGB. Profondément déprimé, il ne sait plus à quel saint se vouer. À la fin de l'année 1980, Vetrov a pris sa décision. Il va détruire ce système qu'il s'est mis à haïr. Alors, il se tourne vers la France. Il n'a pas oublié son amitié avec Jacques Prévost, ni les liens de celui-ci avec la DST. Vetrov est bien placé pour savoir que le SDEC, les services secrets français, sont noyautés par le KGB. Mais ce n'est pas le cas de la DST, car on estime que ce n'est pas nécessaire. Il fait parvenir un courrier à Prévost grâce à un chanteur qui effectue une tournée en France. Celui-ci comprend tout de suite l'énormité de la nouvelle. Un cadre très haut placé du KGB est prêt à fournir des informations de première main. Le deuxième courrier confirme son impression. Vetrov lui fournit les plans volés de la navette Columbia. Prévenu, Marcel Chalet, le directeur de la DST, flaire le gros coup. Mais il est impératif qu'un minimum de personnes soient au courant de l'affaire. Il donne donc à Vetrov le nom de code Farwell, un mot anglais choisi à dessein, car il permet, en cas de fuite, d'attribuer l'histoire à un service de renseignement anglo-saxon, ce qui permettrait de gagner du temps. La DST n'ayant pas d'agent en URSS, on choisit d'utiliser Xavier Amiel, ingénieur chez Thomson CSF à Moscou, pour être l'intermédiaire de Vetrov. Celui-ci n'étant pas fiché par le KGB, la discrétion est assurée. Au début de l'été, Marc Chalet se rend à l'Élysée pour en informer le président François Mitterrand, nouvellement élu. Le chef de l'État partage le point de vue du directeur de la DST. Seul un cercle très restreint de personnes doit avoir accès au dossier. Aucun membre du gouvernement n'est prévenu. Pour le président français, c'est une aubaine. Depuis son élection et la participation des communistes au gouvernement, les relations sont très tendues avec les États-Unis. Au cours du sommet d'Ottawa en juillet, il informe discrètement le très anticommuniste Reagan de l'existence du dossier Farwell, afin de bien le convaincre que la France reste un allié des États-Unis contre l'URSS. Un canal ultra secret est mis en place entre la DST et la CIA. Son directeur, William Casey, est d'abord sceptique. Tout cela est trop beau. Il pourrait s'agir d'une opération d'intoxication du KGB. Mais la fourniture d'informations de Farwell est d'une telle ampleur et d'une telle précision qu'il s'incline. C'est la meilleure taupe que les services de renseignement occidentaux aient jamais eue. Entre 1981 et 1982, il fournit à la France près de 3000 pages de documents ultra secrets qui concernent principalement l'espionnage industriel et technique. Reste à savoir comment utiliser ces informations au mieux. William Casey propose alors de laisser filer de faux renseignements en matière de technologie afin de leurrer et retarder l'industrie soviétique. Reagan donne son accord, mais il veut pousser ses pions plus loin. Il appartient à l'aile droite du parti républicain, violemment anticommuniste et anti-soviétique. Pour lui, fini l'ère de détente des années 70. L'affaire Farwell est une occasion exceptionnelle de mettre à genoux le bloc soviétique. Avec ses conseillers, il calcule que si les réseaux soviétiques d'espionnage industriel et technique tombent, leur industrie se retrouvera avec plus de 20 ans de retard vis-à-vis de l'Occident. Un coup mortel. Vetrov l'a également bien compris. Et il finit par livrer la ligne X du KGB, à savoir celle de tous les espions dans les domaines de la recherche, à travers le monde entier. Mais Xavier Amiel a des scrupules. En faisant cela, Vetrov se condamne, car le KGB comprendra que c'est lui la taupe, étant donné qu'il est un des seuls à avoir accès à cette liste. Il propose à cet homme courageux et lucide de passer à l'ouest, mais celui-ci refuse. Il sait qu'il ne verra pas la chute du bloc soviétique de son vivant, mais il veut que son fils en profite. La ligne X du KGB en main, Reagan lâche sa première bombe. Dès avril 1983, aux États-Unis, ce sont plus de 200 diplomates liés au KGB qui sont expulsés. Quant aux agents sans couverture diplomatique, ils sont systématiquement arrêtés
que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne de l'Ouest. À la Loubianka, c'est la panique. On tente de prévenir les agents infiltrés, mais bien peu échappent aux arrestations. Dépité, le KGB informe le Kremlin que ses sources de renseignements sont taries. Il faudra des années pour les reconstituer. Puis Reagan lâche sa deuxième bombe. Il annonce à la télévision le lancement du programme d'initiative de défense stratégique, plus connu sous le nom de programme Guerre des Étoiles, un vaste projet de défense antimissile qui pourrait intercepter n'importe quel projectile nucléaire soviétique, mettant fin à l'équilibre de la terreur. En fait, le programme n'est pas réalisable avec la technologie de l'époque, mais l'important est que le soviétique le croit. À Moscou, c'est la consternation. L'URSS n'a ni les moyens financiers ni les moyens techniques de suivre cette course aux armements. En réduisant au minimum sa recherche et misant tout sur l'espionnage technologique, elle s'est tirée une balle dans le pied. Arrivé au pouvoir en 1985, Mikhaïl Gorbatchev comprend tout de suite la situation. La guerre froide est perdue. Pour lui, il faut sauver ce qui peut encore l'être. Il lance la Glasnost, vaste programme de libéralisation de la société. Mais il est déjà trop tard. Un nouveau coup est porté au régime en 1986, avec l'accident nucléaire de Tchernobyl, qui met à jour toutes les faiblesses de l'industrie soviétique. Il tente de négocier des traités de paix et de désarmement avec l'Occident, met fin à la guerre en Afghanistan, mais le bateau prend l'eau de toutes parts. Après la chute du mur de Berlin, les pays d'Europe de l'Est se libèrent un à un de la tutelle soviétique. Et en 1991, après l'échec du coup d'État de la vieille garde soviétique, l'URSS est dissoute. Qu'est-il advenu de Farwell? Paranoïaque, craignant d'être démasqué, il tente, semble-t-il, d'assassiner sa maîtresse. Il est condamné à 10 ans de prison, ce qui lui permet d'éviter pendant quelque temps d'échapper aux soupçons d'espionnage au profit de la France. Mais en 1984, les enquêteurs finissent par l'identifier. Il aurait été condamné à mort à la fin de l'année et exécuté d'une balle dans la nuque. Néanmoins, il n'existe aucune trace d'un quelconque procès et les archives du KGB n'apprennent rien à ce sujet. Par ailleurs, les rares personnes qui ont eu accès au dossier en France se montrent ambiguës quant au sort de Vetrov. Farwell a-t-il vu de son vivant la chute de l'Union soviétique? Une chose est sûre, par sa prise de risque et sa résolution, cet homme seul, courageux et déterminé, y a largement contribué.